Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Nous allons commencer avec Julie. Julie qui vient nous parler de son métier. Julie, tu as un métier un peu différent. Quel est ton métier exactement? Oui, bonjour à tous. Tu as raison, Jean-Christophe, mon métier est mal compris en général. Il souffre d'une mauvaise image parce qu'il est associé en général à la faillite, alors qu'en réalité, un redressement, ça part de difficultés de l'entreprise, bien sûr, on ne va pas le nier, mais nous, on est plutôt dans l'option transformer une contrainte en opportunité. Finalement, c'est comme ça qu'on le vit et ça permet de donner un chemin de redressement qui est quand même beaucoup plus motivant pour les gens et qui fonctionne. Donc tu viens aider l'entrepreneur à redresser. C'est toi qui le guide dans le moment compliqué de la, du dépôt de bilan. Enfin, c'est ce qu'on appelle le dépôt de bilan. Ça commence quand en fait les difficultés pour toi? Ouais, alors si tu veux, en fait, si on remonte un peu plus loin, hein, mais sans faire d'archéologie, en 67, il y a une loi que tout le monde connaît bien parce qu'elle a duré longtemps, qui était la loi sur la faillite, les faillis, les concordats, etc. C'est très vieux. Et en 85, le législateur a eu une inspiration géniale. C'est qu'il s'est dit, au fond, un dirigeant qui rencontre des difficultés, il a besoin d'être épaulé. C'est lui qui va déterminer quel est son niveau de difficulté et à partir de quand il va demander l'aide du tribunal. Et nous, tribunal, on va essayer de lui customiser cette aide en la mettant plus ou moins forte en fonction du degré de difficulté qu'il nous déclare. Et avec toujours cette idée qui est excellente, parce qu'en fait, c'est aussi une idée psychologique, de dire le dirigeant qui est en difficulté, il a besoin de partager le pouvoir, non pas pour qu'on lui retire les manettes pour le plaisir et pour être humiliant, mais parce que son entourage a perdu confiance en lui ou est en train de perdre confiance en lui. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, il faut un référent à côté qui soit un tiers indépendant et qui rassure son entourage. Et ensuite, parce que ça lui pèse trop à lui d'être tout seul à porter le poids de ses responsabilités, d'être le seul à répondre aux sollicitations, d'être le seul à décrocher le téléphone enfin, ou ses services quand les fournisseurs appellent en râlant, quand la banque menace de couper les crédits, quand les clients sont pas contents parce qu'ils sont pas livrés assez vite. Enfin, tu vois, et toutes les difficultés quotidiennes de l'entreprise. Et il faut aussi qu'on lui retire ce stress et cette pression pour qu'il retourne faire son boulot de dirigeant, c'est-à-dire avoir la tête bien pour aller voir ses clients, pour démarcher et pour mettre de la valeur ajoutée dans ce qu'il doit faire comme dirigeant. Et ça, je dois dire que c'est vraiment une super inspiration que le législateur a eue, ce qui me permet de dire que les techniques de traitement des difficultés des entreprises, je peux vous en parler sous un angle très technique, hein, on va le faire si vous voulez, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en prévention, qu'est-ce qu'on fait en procédure collective, mais je peux aussi vous les présenter comme une méthode hyper sophistiquée de gouvernance. Dans vos entreprises qui se portent bien, vous avez déjà l'habitude d'avoir des conseils d'administration, d'avoir des partenaires un peu plus ou moins sleeping avec qui vous échangez, bah, d'avoir des coachs ou des conseils, hein, comme toi, Jean-Christophe. Et c'est assez proche, finalement, ce qu'on met en place dans les procédures de traitement des difficultés. C'est qu'on crée vraiment une équipe autour du dirigeant, chacun a son rôle, et on partage le pouvoir, les responsabilités, la prise de décision et la conduite du changement. Ok, super. Et du coup, toi, ton rôle commence en principe au moment où le tribunal t'attribue un dossier. Ça peut commencer avant éventuellement. Ouais, en réalité, ça commence souvent avant Mhm, parce que le dirigeant est de plus en plus incité par le tribunal à rencontrer un administrateur judiciaire en amont. mhm. Euh, pour deux raisons. D'abord, bah, parce que le tribunal s'est dit à un moment que c'était normal
qu'il y ait une bonne entente et que le dirigeant qui va être accompagné pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, bah, la tête de la personne lui revienne, hein, tout bêtement, qu'il y ait une Ouais, espèce de fit, tu vois, c'est du bon sens. Et pour une deuxième raison qui tient à ce que le tribunal statue sur des requêtes ou des demandes d'ouverture de procédure. Et il aime bien aussi avoir la sécurité qu'il y ait eu un regard extérieur avant pour vérifier que la demande était conforme. Bien sûr, il refait sa propre vérification, mais il aime bien se dire que l'administrateur a fait déjà un pré-filtre pour orienter le dirigeant dans la bonne procédure, justement pour que le ah, tribunal ne se retrouve pas à retoquer trop souvent des demandes. Par exemple, un dirigeant qui demanderait une mesure de mandat ad hoc alors qu'il est évidemment en cessation des paiements, ou une sauvegarde alors qu'il est évidemment en cessation des paiements, ça oblige le tribunal à retoquer, donc c'est une perte de temps pour le traitement du dossier. Quand mhm. l'administrateur est consulté avant, on peut dire, bah non, là, c'est pas la bonne procédure pour vous, vous faites tout de suite ça, c'est plus efficace. Après, dans tous les cas, hein, le tribunal a le final cut. Ouais. C'est-à-dire que le dirigeant propose le nom de l'administrateur avec qui il souhaite travailler pendant la procédure, mais Mm. c'est toujours le tribunal qui a le final cut. D'accord. Donc du coup, l'entrepreneur a intérêt à venir te voir, à t'exposer la situation pour voir si c'est le bon moment, si c'est bien comme comme le tribunal a l'habitude de le voir. Toi, tu vas être facteur d'orientation entre les différentes procédures possibles et on regardera les procédures après. Ouais, Et éventuellement, le tribunal va décider que oui, bah, ça tombe bien que vous ayez commencé à travailler ensemble parce que effectivement, c'est un peu ce qu'il avait en tête, selon des critères qui sont de répartir un peu le travail entre tout le monde, entre les différents administrateurs judiciaires, si je comprends bien. ouais, voilà, il y a un petit peu de ça. Euh, D'une manière générale, les demandes sont approuvées à quasiment 8 ou 9 fois sur 10, hein, Ouais. quand même, Et pour assurer les dirigeants qu'est-ce qui qui fait que pourraient le c'est faire. pas approuvé? Oh, Il y a des... ça peut être un concours de circonstances ou que, que le tribunal se dise qu'en ce moment, tel administrateur, en effet, est trop chargé ou que la typologie du dossier demande une compétence qu'il estime particulière et qu'il a vue ailleurs. Bon, voilà, D'accord. c'est des choses qui Ouais. peuvent arriver. Mais même quand ça arrive, hein, moi, je dis toujours aux dirigeants, pas de drame. Mm. On a de toute façon tous un peu les mêmes manières de réfléchir, Mhm. euh, de fonctionner. Tu vois, on fait le même métier. Mm. Et l'administrateur qui a commencé à travailler le dossier, il fait la transition auprès de son confrère assez naturellement. Comment est-ce qu'on devient administrateur? Ah, il y a plusieurs voies d'accès possibles. Le mieux, c'est la double compétence droit et commerce, parce que Mhm. c'est vraiment une matière qui est au confluent des deux. Mhm. Historiquement, c'était plutôt des gens qui venaient du droit Mhm. et qui apprenaient le commerce sur le tas. Moi, j'ai fait le contraire, personnellement. J'ai fait une école de commerce d'abord et j'ai ensuite appris le droit pour passer l'examen. Mhm. Donc ça, c'est pour la partie formation. Après, je te dirais souvent que c'est des rencontres aussi, hein, le hasard. Mhm. Et puis, on dit parfois, surtout en province, que c'est un métier qui a été caractérisé par un certain népotisme à un moment donné. Mhm. Euh, mais il n'y avait pas forcément malice, c'est aussi que c'est un métier qui n'est pas connu. Mhm. Donc, il peut y avoir des spécialités familiales liées au fait simplement que c'est pas forcément le métier dont les conseillères d'orientation te parlent quand tu es Ouais, en classe de cinquième, quoi. ça existe beaucoup dans les métiers du droit, hein. C'est fréquent qu'un avocat Ouais, ouais, transmette son voilà. cabinet à un enfant, etc. Ouais. Mhm. Et, et toi, dans ton cas? Ben moi, dans mon cas, c'est encore autre chose parce que je te dis, j'y suis venue par le commerce, Mhm. mais un peu à reculons quand même, hein, puisque bon, en fait, je suis plutôt littéraire de formation. Mhm. Je me voyais pas pour autant ni en fac, ni dans l'enseignement. Et je me voyais pas dans l'entreprise non plus, après avoir dévié vers une école de commerce. Donc j'étais bien embarrassée, je savais pas quoi faire. Mhm. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux administrateurs qui avaient posé des annonces sur le site de mon école de commerce. Je suis allée les voir et ce qu'ils m'ont dit du métier, ça m'a plu. Et Ah, surtout
leur manière de vivre ce métier, encore après plusieurs années d'exercice. Tu vois, le Mhm. deuxième que je suis allée voir, qui est devenu mon employeur après, qui m'a appris, il m'a formé, hein, il m'a tout Mhm. appris. Bah, c'est vrai qu'il avait déjà plus de 50 ans et il avait toujours les yeux qui brillaient quand il parlait de ce qu'il faisait. Tu vois, ça donnait envie. C'est un bon, Ouais, un bon moyen de mesurer, ouais. ouais, c'est ça. Donc globalement, quelques années plus tard, tu regrettes pas, c'était bien ce que tu pensais et tu as eu de toute façon le temps d'apprendre puisque tu as commencé une forme d'apprentissage, quoi. Ouais, ouais, complètement. C'est aussi un métier qui s'apprend beaucoup par le mimétisme et Mhm. l'expérience. Mhm. Parce que avoir la formation académique, clairement, ça suffit pas. Il y a beaucoup de relations humaines, de discernement à avoir, tu vois. Mhm. Savoir quand est-ce qu'il faut être un peu autoritaire ou au contraire pas trop. Savoir quand il faut s'agacer ou quand il faut rester très calme. Enfin bon, de toute façon, vous avez tout ça aussi comme entrepreneur, hein, dans des négos commerciales ou autres. Mais il y a vraiment cet aspect-là de savoir de quelle manière bien réagir au bon moment. Et Mhm. ça, tu n'arrives à le faire que quand tu as emmagasiné ta banque de données intérieure Mhm. de toutes les expériences auxquelles tu as Ouais. été confronté. C'est ce qui te permet de doser la bonne réaction. Et toi, dans ton étude actuellement, tu as des jeunes qui sont en train d'être formés et qui vont être administrateurs à leur tour? Ouais, 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 absolument. J'ai mon collaborateur senior là qui a passé l'examen d'entrée au stage, qui sera sans doute administrateur aussi dans 2 ans. Et j'en ai une autre aussi qui se destine à cette voie-là. Donc il y a un examen et après tu fais un stage, c'est ça? Ouais, il y a un examen d'accès qui te Mhm. permet de faire un stage professionnel et ensuite il y a un examen de sortie. D'accord. Donc c'est copié sur les experts comptables. Oui, oui, en quelque sorte, Ouais. en quelque Mhm. sorte, voilà. Ok. Mais oui, Super. ça, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que quand les collaborateurs arrivent, c'est en général un métier qu'ils apprécient et qu'ils veulent exercer. Ouais. Il y a presque, en sachant Mhm. pourquoi tu viens pas au bureau, en sachant Mhm. pourquoi tu viens pas au bureau. Alors maintenant, l'entrepreneur vient te voir. Il y a deux, trois cas de figure, deux, trois procédures qui peuvent être utilisées. Est-ce que Ouais, tu peux nous les décrire dans les grandes lignes? ouais, bien sûr. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, toujours, hein, ça permet de comprendre pourquoi telle procédure plutôt que telle autre. Le grand principe, c'est que plus la procédure est efficace à l'égard de tes créanciers, plus elle est contraignante pour toi. C'est vraiment donnant-donnant. D'accord. Et si je te donne cet axe d'analyse, tu comprends pourquoi les procédures se répartissent en deux volets principaux, ce qu'on appelle la prévention Mhm. et ce qu'on appelle la procédure collective. Mhm. Dans la prévention, globalement, dans la prévention, globalement, tu es en purement amiable, c'est-à-dire que tu ne peux rien imposer à tes créanciers, tu dois les convaincre. D'accord. Euh, alors, la contrepartie, l'inconvénient ou l'avantage, c'est comme tu le vois, c'est que euh, les procédures sont confidentielles, donc il n'y a Mhm. rien marqué à ton cabis, Mhm. et qu'on ne te retire aucun pouvoir de gestion. Mhm. L'administrateur, dans ces cas-là, on ne l'appelle pas administrateur, d'ailleurs, on l'appelle conciliateur ou mandataire ad hoc. Il va agir beaucoup plus comme un conseil à l'égard du dirigeant. Mhm. Il fait avec lui toute l'analyse des chiffres, le diagnostic des difficultés, les prévisions d'exploitation, l'analyse de la manière dont le passif se compose aussi. Et donc, il va t'épauler dans les négociations à conduire avec tes créanciers. Alors, c'est des procédures qui sont bonnes si tu dois discuter avec des institutionnels, donc plutôt banques, bien sûr, Mhm. créanciers publics, Mhm. assez minoritairement bailleurs quand ils sont Mhm. institutionnels. Par contre, ce n'est pas du tout une procédure à employer quand tu as du passif fournisseur à geler, parce que Mhm. les fournisseurs ne peuvent pas te garantir la confidentialité si tu Ouais. commences à leur en parler, et Mhm. qui sont moins rodés au mécanisme, donc ils vont avoir tendance à paniquer plus facilement. Et que quand ils voient un conciliateur, bah, eux, dans leur tête, c'est tout un conciliateur, administrateur, liquidateur. Enfin, il y a Mhm. un manque de connaissance de la matière qui fait que c'est dangereux d'aller leur parler comme ça de but en blanc. D'accord. Mais l'avantage,
c'est que ça se fait vraiment sans que personne le sache. Donc, il n'y a pas d'impact d'image sur l'entreprise. De l'autre côté du spectre, tu vas trouver les procédures collectives. On les appelle collectives parce qu'elles ont des effets généraux à l'égard de tous tes créanciers. Alors là, le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin de demander leur avis aux gens, tu n'as pas besoin de Mhm. les convaincre. Mhm. Et la procédure, une fois qu'elle est ouverte, elle gèle automatiquement toutes les dettes que l'entreprise a pu constituer vis-à-vis de tous ses créanciers indistinctement, sans différenciation. Mhm. Euh, L'inconvénient, ben, c'est que c'est public Mhm. et que tu es assisté d'un administrateur qui prend une partie de tes pouvoirs. Par exemple, le pouvoir de poursuivre les contrats, le pouvoir de les résilier. L'administrateur, en général, contrôle tes décaissements. Donc, tu dois composer avec une forme de binôme de gouvernance. Alors, revenons les créanciers. Ouais. Dans la phase de prévention, faire un deal avec toi sous l'augure, les auspices de la procédure et du tribunal, qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça change pour eux par rapport à une négo qu'ils ferait avec toi en direct sans le tribunal? Du côté du dirigeant, ça va lui apporter de la crédibilité. En Ouais, général, quand il vient nous voir, il a déjà essayé de convaincre son banquier ou ouais, l'URSSAF ou le Trésor de lui accorder des délais. ouais, Il a pu les obtenir d'ailleurs une première fois, voire même une deuxième fois, mais quand il vient redemander la troisième fois, les gens ne le croient plus. bien Donc, sûr. quand il présente des prévisions, elles sont regardées avec beaucoup de circonspection parce D'accord. que les précédentes n'ont pas été réalisées ou parce que Mm, mm, ces précédents engagements n'ont pas été tenus. mm, Du côté des créanciers, on va leur apporter de la sécurité. Alors, c'est un peu le pendant de ce que je viens de dire. mm, C'est que si on leur dit nous, on y croit, mm. bah, ils y croient, un plus, D'accord. tu vois. Oui, oui. Euh, Parce que avant de présenter les choses au banquier, on fait nous-mêmes un premier travail de filtre et d'analyse. Et là, attention, on est super exigeant avec le dirigeant pour être sûr que son dossier soit nickel. Donc, si tu veux, on Mhm, va lui dire c'est quoi vos hypothèses, pourquoi ça et pas autre chose. Attention, là, il y a une incohérence. Ça, il risque de ticker. Tu vois, on passe vraiment au peigne fin mhm. pour D'accord. arriver devant les créanciers avec un dossier propre, un dossier Mhm, convaincant et surtout un dossier auquel on croit. Enfin, moi, mhm. perso, mon critère, c'est est-ce que j'y crois, tu vois? Oui, d'accord. Si j'y crois pas, de toute façon, je ne serai pas bonne. J'arriverai à convaincre personne. D'accord. Donc si le créancier décide d'une certaine façon d'accorder un nouveau prêt, puisque c'est une forme de remise au pot, Ouais. quand il est dans un contexte de mandat ad hoc ou de conciliation, est-ce qu'il y a est-ce qu'il va avoir un privilège quelconque? Est-ce que ça va, est-ce qu'il a des choses qu'il peut obtenir et qui fait qu'il va avoir intérêt à faire un accord là-dedans? Ou est-ce que non, il y a vraiment juste de se dire, après tout, essayons une fois encore, quoi. Ouais, alors donc, je te dis, il y a la partie tiers de confiance bon, Mhm, sur la qualité des informations fournies et la pertinence de la demande de réaménagement qui est faite. mhm, Après, on ajoute à ça quelque chose qui compte beaucoup d'ailleurs pour les banquiers, mhm, c'est que quand on s'est mis d'accord sur un protocole qui est signé, on mhm. demande au président du tribunal de le constater. Oui, Le constat, ça prend la forme d'une ordonnance qui est rendue par oui, le président constate. mhm, Et ce constat euh, permet aux banquiers de ne pas ultérieurement être attaqués mhm, par une entreprise ou mhm. par des créanciers d'une entreprise ou par un Bien sûr. liquidateur qui Mhm. viendra dire, mais en fait, vous, monsieur le banquier, vous avez été beaucoup trop complaisant. Oui. Et il faut comprendre que les banquiers sont souvent pris entre deux feux. Mhm, C'est-à-dire que le dirigeant va leur faire des reproches mhm, s'ils refusent de réaménager ou qu'ils mhm, réclament le mhm, remboursement immédiat des dettes. mhm, Mais il faut savoir que les banquiers ont souvent été accusés aussi de ce qu'on appelle le soutien abusif. mhm. Ça leur fait très peur. Oui. Donc, le banquier, potentiellement, quand tu lui demandes quelque chose, Mhm, son premier réflexe, c'est de se dire, attends, si je dis oui, on va me faire des reproches. C'est mhm, mon communauté qui va me faire des reproches parce que mhm, je me suis pas remboursée. mhm, mhm, Et si je dis non, on va me faire des reproches aussi.
Mhm. Mhm. Tu vois, donc il Ouais. faut le mettre dans la situation à minima de lui dire si vous acceptez la demande de réaménagement, ah bah non, on n'ira pas en plus vous le reprocher plus tard, tu vois. Ouais, ouais, très bien. C'est une sécurité pour lui. Il ne Ouais, sera c'est pas ça. attaqué en soutien abusif, qui est une tentation, vu que ben, quand tout s'écroule, on se dit qu'il y a encore de l'argent dans l'histoire. Tiens, le banquier, il est riche, on peut aller le chercher. Exactement. Donc là, il est protégé par le fait que le tribunal a avalisé, le fait qu'on est bien d'accord qu'à ce moment-là, on est en train de tous d'essayer, que Ouais, c'est pas une erreur de la part du banquier. ouais, exactement. OK. L'autre chose qu'ils peuvent obtenir, enfin, et qu'ils obtiennent en général dans ces conciliations, c'est que comme ils ne veulent pas être le seul à faire des efforts, et d'ailleurs c'est Mhm. ça, hein, parce que ça repose Mhm. vraiment sur des efforts partagés, Mhm. ils- ça leur permet d'avoir un outil pour pousser les autres à faire aussi des efforts. Mhm. Donc, tu vois, le banquier va me dire, d'accord, je vous donne 18 mois de franchise, mais Mhm. l'actionnaire, il doit remettre 200 000 euros. Mhm. Tu vois. Et dans l'autre D'accord. sens, l'actionnaire va me dire, OK, je remets 200 000 euros, mais j'ai besoin de 18 mois de franchise de la part des banques. Oui. Tu vois. D'accord. Donc, en fait, tu mets tout le monde un peu. Ce que tu fais en général, c'est que tu calcules un besoin global. Mhm. Par exemple, mon besoin sur les 18 prochains mois, je sais qu'il est de 1 million d'euros. Mhm. Et ce 1 million d'euros, je vais le splitter comme ça, en disant, bon, j'en trouve 250 chez les créanciers publics parce que je vais suspendre le règlement des dettes pendant 3 mois. J'en trouve 500 en franchise bancaire, donc ne décaissant pas les échéances que normalement j'aurais dû décaisser pendant la période. Et je vais en retrouver 300 en augmentation de capital. Bon, allez, il m'en manque 150. Je revois les prévisions, je vais choper un client de plus. Allez, j'ai couvert mon besoin aussi. Comme tu vois, il y a une espèce de. On empile un petit peu des briques. Mhm. Alors ça, on est on était dans la partie euh, éviter l'accident. Ouais. Juste un dernier point là-dedans. Privilège de New Money. euh, Ça, Ouais, c'est alors ça, c'est quoi? vraiment C'est la. Ouais, ça, c'est layer on the cake, mais on en parle beaucoup, Hmm. mais ça n'est pas fréquent. D'accord. Donc, c'est un dispositif qui a été rajouté par le législateur pour dire ceux qui remettent de l'argent, donc ce qu'on Hmm. appelle la new money, ils bénéficient d'un privilège additionnel. Ce privilège étant que dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire, ils passeront en remboursement selon un ordre préférentiel, juste après les frais de justice et juste après les AGS, en fait, le paiement des salaires. D'accord. Alors, si tu veux, c'est sécurisant et c'est pas sécurisant. Parce que, en Hmm. fait, c'est un privilège, tu as compris, qui n'a vocation à marcher que si le pire arrive. Oui. Et si le pire arrive, euh, tu as quand même du mal à calculer dès à présent toutes les sommes que tu devras à tes salariés. Mhm. C'est-à-dire, si je suis en avril, je prends de la new money, je sais que j'ai 35 salariés. Bon, je peux faire le scénario des 35 salariés, coût de licenciement dans l'hypothèse d'une liquidation. Mais je ne sais pas si dans un an, j'aurai toujours 35 salariés, tu vois. Peut-être Hmm. j'aurai développé mon plan d'affaires conformément à ce qui était prévu, j'en aurai 50, et D'accord. puis je me replante 3 mois plus tard. Ça peut arriver. D'accord. Donc, en fait, le créancier qui met de la new money, il ne sait pas réellement ni quand il va être remboursé, Hmm. ni à quel montant il va être remboursé. Mhm. Ça lui donne un peu une zone d'évaluation de son risque, Oui. Mhm. mais ce n'est pas plus sécurisant que ça. D'accord. D'accord. Alors, passons l'autre volant, l'autre volet du sujet. On est en cessation de paiement. Donc, quel est Hein. c'est quoi la limite, le truc qui fait qu'on passe d'un côté ou de l'autre? Parce que on connaît la définition, donc qui dit qu'on est en cessation de paiement Ouais. quand notre actif disponible est inférieur au passif exigible. Mais ça, c'est toutes les entreprises françaises, quoi. Il y a pas Ouais, personne, personne n'est je en vois dehors de ton cette point. définition. Donc, comment toi tu juges ça ou comment le tribunal juge ça d'une manière générale? C'est quoi
le déclencheur, le fait qu'on ait eu un recommandé qui n'est pas payé. Non, c'est une définition qui a l'air rigoureuse quand on la dit comme ça, parce qu'elle ressemble à une formule mathématique. Mm, Mais en fait, elle a beaucoup de souplesse parce que la notion de passif exigible et d'actif disponible, tu noteras que c'est pas une notion comptable, en fait, ou assez mm, peu. Tu la vois pas dans les bilans. Si tu me ouais, donnes un bilan, je peux pas te dire si tu es en cessation des paiements. mhm, Pour pouvoir te le dire, je dois analyser beaucoup plus finement et vraiment de manière granulaire la décomposition de ton poste fournisseur, celle de ton poste client, mais mm, je dois aussi analyser le facteur humain. mm, Est-ce que ton fournisseur, il râle, mais il te relaisse du délai, tu vois? mm, Et tout ça, en mm, fait, c'est le dirigeant qui le sait. ouais, Donc, la caractérisation de l'état de cessation des paiements, euh, c'est un peu, tu vois, c'est un peu comme la pluie qui tombe. Je veux dire, mm, quand tu es dans une zone où il pleut, bon, bah, tu peux pas le louper, il pleut. Quand tu es mm, en cessation des paiements jusqu'au cou, mm, tu le sais parce que tu vois bien que tout le monde te court derrière pour être payé et que tu n'en as mm, absolument pas les moyens. mhm, Mais dans la zone où il cesse de pleuvoir, mm, à quelques kilomètres près, tu te prends la pluie sur la figure mm, et à quelques kilomètres près, en fait, il fait soleil. Tu vois, ouais, et tu sais pas bien où est la frontière. mhm, Et l'état de cessation des paiements, il est mouvant. Tu peux y entrer, tu peux en sortir. mhm, Bien souvent, je reviens un instant en procédure de prévention, tu peux les ouvrir en cessation des paiements, mm, contrairement à une opinion répandue. Et le but, c'est d'en sortir pendant la période de prévention. mhm, Donc, comment tu en sors par différentes techniques, où j'accélère le recouvrement de mes clients, où je vais chercher du BFR, où tout ce que j'ai dans la colonne passif exigible, je vais obtenir des délais et donc je vais pouvoir le passer dans non exigible. mhm, Et puis, c'est aussi une notion que tu dois apprécier en dynamique. Si je ne suis pas en cessation des paiements lundi, mais que je sais que j'ai une échéance qui tombe lundi prochain et auquel je ne peux pas faire face, mm, bon, ben, je ne vais pas attendre lundi prochain pour m'en préoccuper, tu vois. mhm, Donc, mhm, c'est une notion plastique, mouvante, dynamique et mhm, que tu dois constamment réévaluer. Mais tu le sais, le moment où vraiment tu es dans ce qu'on appelle un état de cessation des paiements persistant, mm, duquel tu n'arriveras pas à sortir si tu gèles mm. pas tout, en gros. D'accord, il n'y a pas le choix. Et c'est aussi pour ça que le législateur te donne 45 jours. Tu sais, en Ouais, fait, quand il te dit tu dois faire ça dans les 45 jours de la survenance de l'état de cessation des paiements, mm, ben, c'est parce que le législateur, il sait bien que, encore une fois, tu peux y être et tu peux en sortir. ouais. C'est pour ça qu'il te laisse les 45 jours. Ouais, et donc globalement, c'est 45 jours où tu t'aperçois que tu n'arrives pas à en sortir et tu sais que voilà. Oui, parce qu'en fait, l'expérience prouve que si tu n'en es pas sorti au bout de 45 jours, c'est que c'est en train de s'aggraver. Ouais, C'est ça la logique du délai. ouais, ok. Donc là, à ce moment-là, on vient te voir, mais c'est dans une autre optique, c'est dans l'optique de je veux me mettre sous la protection du tribunal dans le cadre d'une déclaration de cessation de paiement. Ouais, dans ces cas-là, c'est une optique qui est pragmatique Mm, parce que tu vois bien que quand ton état de cessation des paiements, il est vraiment ancré et persistant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences à avoir une multiplicité de créanciers. mm, Donc, en amiable, je peux parler avec 5 banques, je peux parler avec 10 crédits bailleurs et je peux parler avec 3 créanciers publics, tu vois, mm, mais je peux pas parler avec 65 fournisseurs. mhm, C'est pas possible, c'est pas efficace. Enfin, tu vois, mhm, je peux mhm, pas convaincre 65 personnes comme ça. mhm, Donc, la procédure collective, elle est bien à ce moment-là pour dire, écoutez, il y en a trop, il y en a de partout, donc il faut tout geler un bon coup. Et surtout, il faut éviter qu'il y en ait qui soient payés plus que d'autres pour des mauvaises raisons, ou parce que c'est ceux qui gueulent les plus forts, ou parce que c'est ceux qui exercent leur pouvoir de nuisance, mhm, ou parce que c'est ceux à l'égard desquels le dirigeant a envie d'être sympa. Et en mhm, général, les dirigeants préfèrent toujours payer les fournisseurs que payer l'URSSAF, hein, pour des raisons évidentes. Donc, si on gèle pas tout, tu mets le dirigeant dans une tentation ouais, qui n'est pas bonne, mhm, de payer les uns plutôt que les autres, donc d'aggraver le passif public, parce que le législateur ne veut pas faire évidemment, mhm, ou tu le mets sous la pression, voire les menaces et l'intimidation de certains fournisseurs, hein, tu vois, ça s'est vu, et c'est pas bon mhm, pour lui non plus. mhm, Donc en fait, c'est une manière de dire, oh, si vous pouvez payer personne, enfin, si vous pouvez pas payer tout le monde, bah, vous payez personne. ouais, On gèle tout, on met au frigo, on oublie.
Mm. on relâche la pression du dirigeant parce que c'est insupportable pour lui d'avoir les gens qui lui Cours réclament après. des paiements du matin au soir. Tu ne peux pas bosser comme ça, tu deviens Mhm, fou. mhm, mhm. La société se recale, en fait, se remet à regagner de l'argent. Et quand elle s'en sentira prête et confortable, ça peut être au bout de 3 mois, de 6 mois, de 12 mois, bon, 15 mois, il faut commencer à y penser, hein, parce que la période d'observation, c'est 18 mois au maximum en redressement judiciaire, 12 mois en sauvegarde. Donc, quand la société se ressent en capacité de le faire, ben là, elle va proposer son plan de remboursement. Et le plan de Mhm. remboursement, c'est pareil pour tout le monde. Ok. On peut avoir des petites adaptations, mais je ne rentre pas dans les détails à ce Non, non. niveau-là, c'est trop Écoute, tu technique, hein, je ne veux sais, pas vous faire perdre du temps. non, Mais mais tu sais, je pense que c'est probablement, il faut que ce soit l'occasion d'une deuxième discussion, puisque on arrive un peu au bout du temps que tu nous avais proposé et consacré, et que il y a effectivement tout le sujet de la procédure elle-même. Maintenant qu'on a bien parlé de la question de la prévention, je pense qu'effectivement, il y a, il y a, il y a, il y a- c'est vraiment deux volets très différents, quoi, hein. Et c'est des conditions de réussite qui sont différentes dans un cas et dans l'autre, hein. ouais. Mm. C'est intéressant. Toi, dans ta pratique, la partie prévention par rapport à la partie euh, euh, dépôt de bilan, c'est quoi? Comment ça se C'est, répartit? euh, c'est, euh, alors, je te donne pas les chiffres de la période Covid, hein, qui étaient complètement Ouais, perturbés parce qu'en période Covid, ils ont inventé des conciliations qui pouvaient durer 12 mois. Donc, en ouais. fait, tous les dossiers qu'on avait en redressement judiciaire, au lieu d'aller en redressement judiciaire, ils allaient en conciliation. Et Hmm. ils avaient aussi des systèmes de gel. Enfin, la conciliation était devenue quasiment un redressement judiciaire sans les inconvénients du redressement. Mais c'était Ok. très spécifique à la période Covid. Donc, Hmm. en refermant cette parenthèse, la proportion normative, c'est 70% de procédures collectives pour 30% de prévention. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que le ratio de réussite, tu Ouais, le renverses. ouais. En prévention, j'ai 70 à 75% de réussite. En procédure collective, j'ai 50% de réussite, 50-60 en fonction Hmm. des années. Mais attention, je mets dans mon assiette de dossiers réussis les dossiers que je cède. Parce que je considère que quand on cède une entreprise, on lui Ouais, assure une pérennité, tu vois, même ouais, si on l'a mis ouais, entre les ouais, mains d'un ouais, successeur. ouais. Tout le monde ne raisonne pas comme ça. Il y a des dirigeants qui considèrent que si c'est plus leur affaire à eux et qu'ils n'ont Hmm. pas pu passer leur propre plan de redressement, c'est un échec. Bien sûr. Bon, moi, je ne le vois pas comme ça, mais voilà, ça Ouais. dépend de la manière de compter. Mais en revanche, dans tes chiffres, il n'y a pas ceux qui partent en liquidation directe. Ben, non, 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 il Ouais. n'y a pas ceux qui passent en liquidation. Et ça représente quoi dans une procédure? Il y a tellement de petits dossiers que j'imagine la plus grosse partie part en liquidation Ouais, directe. non, si tu veux en dire globalement, alors moi, j'ai pas de liquidation qui s'ouvre d'emblée, hein, sinon par hypothèse, je suis pas là, c'est un autre métier. C'est ça, oui. Ouais, donc le dossier qui va s'ouvrir en redressement ou en sauvegarde, euh, j'en ai 30% qui passent leur plan de redressement, donc le Hmm. dirigeant conserve le contrôle du capital, Hmm. 30% qui passent en session, Hmm. hein, d'où mon ratio d'entre 55-60 fonction des ans. Hmm. Et le reste, donc c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à un bon 50%, ira en liquidation au terme de la période d'observation. C'est-à-dire D'accord. qu'il ne trouvera pas ni un acquéreur, Hmm. euh, ni, euh, Ni ni un plan de quelqu'un redressement. pour revenir au capital et présenter Hmm. le plan. Hmm. Mais là encore, je te donne des chiffres numériques. Hmm. Donc, il faut les prendre avec un biais, c'est-à-dire que quand je te dis ça, je te compte une entreprise équivalente à une autre entreprise. Je n'ai pas fait d'analyse qualitative. Hmm. Si je retraite ces chiffres en faisant une analyse qualitative, euh, je pourrais quasiment te prédire avec beaucoup plus de finesse le, les chances de succès ou le risque d'échec. Hmm. Euh, Globalement, plus une entreprise a des bons fondamentaux, c'est-à-dire une bonne clientèle, un dirigeant qui s'y connaît, des équipes rodées, tu vois, plus elle a de la matière,
En fait, c'est ces entreprises-là Mhm. Mhm. qui arrivent au succès et à rebondir. Mhm. Mhm. Dans dans les 50%, je dirais, d'échecs de liquidation judiciaire au terme du processus, je vais avoir, tu vois, une société avec deux personnes qui avaient un client, tu vois. Mhm. Mhm. C'est idiot de la compter comme une Mhm. vraie entreprise. Tu vois ce que je Oui, veux bien dire? sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est intéressant de savoir qu'elle n'a pas été mise en liquidation directe, qu'on a tenté malgré tout de Ouais, 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 faire ouais, quelque chose. ouais, ouais.